questions qu'on pose, le podcast. Peut-on parler de méditation sans jamais en avoir fait soi-même l'expérience ? Oui, on le peut, mais à mon humble avis, c'est beaucoup plus intéressant d'en parler avec l'expérience. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé science, chiffres, statistiques. Mais je pense que parler de méditation, c'est aussi évoquer le subjectif, le vécu, bref, l'expérience. Et donc, je vous ai un peu parlé, en particulier dans l'épisode sur l'ennui, de ma propre expérience. Mais un point de vue, c'est peu, plusieurs, c'est mieux. C'est pourquoi j'ai cherché à faire intervenir d'autres personnes dans ce podcast, et j'ai donc reçu mon premier invité en présentiel dans mon studio, et croyez-moi, c'était pas facile de lui mettre la main dessus. J'ai donc invité mon frère Zach, 38 ans, développeur de son état, et qui, vous allez le voir, a une certaine expérience du sujet et une approche assez différente de la mienne. J'avais hâte d'entendre son témoignage et de le partager avec vous, notamment parce qu'il a participé à une retraite de méditation intense de 10 jours, de laquelle nous allons donc parler, entre autres. Avant de passer à l'entretien, un petit disclaimer. Contrairement à moi, vous verrez que Zach médite selon des techniques issues du bouddhisme, tandis que de mon côté, j'ai une pratique totalement laïque. Ça s'explique probablement par nos parcours respectifs, puisque, comme vous allez l'entendre, nous avons commencé la méditation pour des raisons totalement différentes. Dans notre échange, nous allons donc aborder, entre autres sujets, des notions de spiritualité et des enseignements issus du bouddhisme. Pour autant, sachez que Zach est athée, comme moi, il n'est pas bouddhiste, et nous ne parlons au nom d'aucune religion, évidemment sans aucune vocation à convertir qui que ce soit. Donc je vous invite, lors de l'écoute de cet entretien, mais aussi lors de l'écoute de n'importe quoi et dans la vie en général, à garder toujours votre esprit critique affûté, à croiser les sources et à rester attentif aux éventuelles dérives sectaires qui peuvent exister dans certains contextes spirituels. Et d'ailleurs, on va même en parler un petit peu. Fin d'introduction, et c'est parti pour l'interview. On est parti. Alors, je vais parler près du micro. Donc, aujourd'hui, nous avons pour la première fois un invité. Bonjour, invité. Bonjour. Donc, tu t'appelles Samuel. Oui. Tu es relié génétiquement à moi-même. Il paraît, oui. Et donc, tu as une bonne expérience de la méditation. Et donc, j'ai pensé que c'était intéressant de t'interviewer. En particulier, ce qui m'intéresse, c'est ton expérience de retraite méditative de 10 jours, sur laquelle je t'ai pas posé tant de questions que ça, parce que je voulais garder ça pour le podcast. Donc, alors, on va commencer par te demander, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la méditation, en premier lieu ? Alors, c'est un peu la pire raison du monde, mais je voulais être high, gratuitement. Et j'avais eu une expérience par le passé où j'avais ressenti des effets très très forts, comme si j'étais sous drogue. En méditant ? En méditant, ouais. C'est quand j'avais 22 ans. Et comment t'as médité à 22 ans ? Alors vraiment, ça Ouais. me ferait pas venu à l'esprit. Alors, j'étais dans un... j'ai fait rien d'autre chose à foutre. Hein. J'étais dans un stage à la campagne. Là, tu t'ennuyais. Je m'ennuyais de ouf. Et je me suis dit, je vais explorer des trucs. Donc j'ai un peu exploré ça. Je me suis dit, hey, on va voir ce qui se passe. Parce que j'entends des trucs là-dessus. En plus, c'était un peu... L'internet était différent à l'époque. Donc je dirais que c'était plus dur d'accéder à la connaissance. Donc explorer, il fallait aller un peu plus dans toutes les directions. Donc j'ai exploré ça, puis voilà, pendant 3 mois j'ai beaucoup médité parce que voilà, j'avais juste vraiment rien d'autre à faire. Je fais beaucoup de yoga et de musculation aussi, mais whatever. Et du coup, et puis un jour j'étais en train de méditer comme ça, je me suis dit voilà, je vais faire une séance un peu longue, et j'ai commencé à ressentir des effets incroyables du style hilarité générale, euphorie absolument, enfin que j'ai jamais connu avant. Que j'ai rarement connu par après, on va dire. Ouais, et c'était extrêmement puissant, et puis après c'est passé, et puis après j'ai un peu oublié l'expérience en vrai. C'est-à-dire que j'étais ok, oui, bon, j'ai entendu dire qu'il y avait des effets comme ça qui pouvaient arriver, d'accord, cool. Et j'ai pas repensé pendant très longtemps. Et puis après, récemment, il y a 1 an et demi à peu près, j'ai réentendu parler de ça, et je me suis dit, voilà, je vais voir si je peux recommencer à faire de la méditation intensive, et plus qu'avant, et puis cette fois, je vais vraiment y aller, je vais vraiment plonger dedans, et voir jusqu'où on peut aller. Ah, intéressant. Ouais.
Et alors, c'est un peu paradoxal parce que... Alors moi, j'ai commencé la méditation parce que je souffrais de troubles anxieux. Et en fait, c'est mon psychiatre qui m'a donné des outils méditatifs. Mais toi, je t'ai connu extrêmement anxieux à une époque, il y a, je sais pas, 5-6 ans, il me semblait que tu avais vraiment des troubles anxieux assez importants. Ouais. Et là, tu vas beaucoup mieux. Mais si je comprends bien, ça n'a rien à voir avec les raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans la méditation. Non, c'était vraiment en effet de bord. Et à la base, j'étais. C'est vrai que. Par contre, l'anxiété, en fait, elle allait mieux au fur et à mesure des années, en travaillant sur moi et en faisant de la thérapie et trucs comme ça. Puis en enlevant les sources d'anxiété aussi, ça a beaucoup fonctionné. Mais Ouais, genre tes ex. mes ex, par exemple, on ne les nommera Bon, pas. dédicace aux ex, quand même, on vous aime bien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, après, Attends, tu viens ouais. de passer pour le gars que toutes tes ex sont folles, là. C'est un gros red flag. Mais du coup, en vrai, le truc, c'est que je suis beaucoup plus chill qu'avant. Enfin, même avant de recommencer la méditation, j'étais déjà beaucoup plus chill qu'avant. Mais tu sais, quand j'ai commencé le yoga il y a très très longtemps et que j'ai fait ça un peu intensivement, j'ai toujours dit voilà, quand tu vraiment commences à faire le yoga pendant plusieurs semaines intensivement et que t'arrêtes d'avoir mal, c'est comme si toute ta vie t'avais une main invisible qui t'avait poké avec une aiguille et qui te faisait mal, mais que tu avais jamais réalisé que cette aiguille était là. Et un jour elle s'arrête et t'es là genre ah. Et en fait, au niveau de l'anxiété, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ouais, j'étais tout le temps anxieux, mais je le réalisais pas. Et c'est uniquement en méditant beaucoup que j'ai vraiment arrêté, et que j'ai vraiment, bah, tu sais, les gens me disent bon, méditation, paix intérieure, et oui, effectivement, si tu atteins une paix intérieure et que tu arrêtes d'avoir même une petite anxiété latente tout le temps, c'est très soulageant. Ok. Alors, quel type de méditation tu as expérimenté et quel type tu pratiques en ce moment? Ouais, alors du coup, j'ai commencé avec méditation dans la tradition Theravada, donc thaïlandaise apparemment. Après, je suis pas très branché théorie, parce que la théorie s'approche souvent de l'aspect religieux des choses, et donc bon, je reste un peu éloigné de ça. Mais bon, c'est bien de s'y plonger un peu quand même, moi, c'est vrai. Et du coup, moi, la technique que j'utilise, donc c'est une technique de concentration. Et là où j'ai toujours pensé que la méditation c'était se vider l'esprit, là c'est pas vraiment ça, c'est plus. On considère que se vider l'esprit c'est quelque chose de très très avancé. À la place, tu remplaces ça par te concentrer sur quelque chose. Et du coup, voilà, une fois que tu réussis à maîtriser ta concentration suffisamment, et à vraiment te concentrer seulement sur une chose, tu peux passer donc à ce qui s'appelle, je crois, les jhanas. Après, je sais pas si c'est jamais si c'est la bonne prononciation. Et alors, les jhanas, ça vient de la tradition bouddhiste, non? Ouais, tradition bouddhiste. Ça vient de la tradition bouddhiste. Du coup, on peut le traduire par état d'absorption. Et en gros, c'est où tu vas être concentré non plus sur, par exemple, ta respiration, mais concentré sur plus ou moins une émotion. Donc il y a 8 jhanas différents, ça fait 8 émotions, entre guillemets émotions, c'est pas un très bon terme, différentes. Le premier étant sensation d'extase, donc ça c'est ce qui m'est arrivé à l'époque. Effectivement, la sensation d'extase, c'est semblable à un trip d'ecstasy, on va dire. D'où le nom. Après, pour un peu les nommer, on a sensation de joie, sensation de contentement, sensation d'équanimité. Donc, équanimité, c'est il n'y a pas une qui m'en touche l'autre. Je ne suis ni heureux ni malheureux, je suis juste en paix, entre guillemets. Et après, on passe sur les états un peu plus métaphysiques ou quoi. Par exemple, extension de l'esprit, concentration de l'extension, vide. Et enfin, le tout dernier état, c'est cessation. Effectivement, quand on arrive au 8e jhana, état de cessation, c'est vraiment là où plus rien ne se passe, entre guillemets. Et ça, j'en suis pas encore là, mais ça avance, on va dire. Non, en tout cas, on te le souhaite. Alors, j'avais une question qui me taraude quand même. Alors, la retraite, donc 10 jours de retraite de méditation intensive, pas de smartphone, pas de livres, pas de musique, manger des haricots en gros et méditer toute la journée, jour et nuit, en se levant à quelle heure vous vous leviez déjà? On nous réveillait à 4h du matin. 4 heures du matin, ouais. donc pourquoi?
Ouais, c'est une bonne question. Du coup, j'avais entendu parler de cette retraite il y a très longtemps. Il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, j'étais en mode ouais, non, c'est mort. Je suis pas prêt du tout à ça. Il y a que après 8 mois de méditation intensive où je me suis senti prêt à passer le pas. Et je pense que c'était une bonne idée d'ailleurs, parce que je sais pas si j'aurais survécu sans ça. Euh, Parce que c'est vrai, la méditation c'est chiant. Et se faire chier, c'est de la souffrance. Mais la méditation, c'est aussi là pour alléger les souffrances. Donc la méditation, ça reste le meilleur moyen de méditer, on va dire. Et là, tu touches à un paradoxe qui est très intéressant d'ailleurs. Ouais. On se fait chier pour arrêter de se faire chier. Exactement, on va en reparler. Mais... Ouais, on va sûrement en reparler. Et du coup, donc j'ai fait cette retraite. Donc on arrive, et le lendemain, ça va être le premier jour. Et donc on parle pas, ça va être parler. On peut pas parler non plus du tout pendant la méditation. Il n'y a pas du tout de temps thérapeutique ou quoi que ce soit où on échange. C'est vraiment totalement dans le silence. C'est ça, pendant 10 jours, tu te lèves à 4h du matin, tu médites 2 heures dans ta chambre. Bon, je vais être franc, moi ça m'est arrivé de, on va dire, méditer les yeux fermés un peu plus longtemps. Ouais. 6h du matin, première méditation de groupe, dans le hall avec tout le monde. Ensuite, je crois qu'on mangeait... ouais, non, je crois que c'était petit déjeuner à 6h, quelque chose comme ça. Ouais, petit déjeuner à 6h, déjeuner à 11h, et après tu manges plus de la journée. J'ai perdu beaucoup de poids. Ouais. Mais après, en gros, le reste de la journée, ça va être méditation, soit par toi-même, soit avec le groupe. Au moins à moitié, soit avec le groupe, et en total de, je crois, 12 heures par jour, quelque chose comme ça. Et le reste du temps, bah, t'as rien à faire, donc tu marches, peut-être, dans le parc, ou tu ne fais rien, simplement. Et du coup, ouais, c'était... j'ai l'habitude de dire, ouais, non, c'est une expérience horrible, peut-être une des plus dures de ma vie, mais sûrement la meilleure expérience de ma vie aussi, je pense. La moitié du temps, pour donner des chiffres, au moins la moitié du temps, j'étais misérable, vraiment malheureux et mal. 25% du temps, j'étais ok, normal, et 25% du temps, j'étais très bien. Dans un état, on va dire, anormalement bien. Est-ce que tu penses que ta vie, en général, correspond à ces statistiques ou pas du tout? Non, heureusement, je suis pas malheureux la moitié du temps, j'espère. Okay. Enfin, après, c'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que ça se trouve, tu te distrais de ton malheur de 50%, on sait pas. Oui, c'est vraiment une bonne question. Pour le coup, alors, maintenant, je pense que non, parce que en méditant, on a une meilleure connaissance de soi-même. Mais, effectivement, quand j'étais à la retraite, alors, je peux raconter quelques trucs qui se sont passés. Le 4e jour, par exemple, il y a un rituel qui s'appelle le rituel de purification. Alors bon, sans rentrer un peu trop dans l'ésotérisme, mais en gros, ça va être une méditation spéciale qui va faire sortir des choses. Et je me rappelle ce jour-là, donc c'est une méditation de 2 heures qui est très intense, il ne faut pas bouger du tout. Et ne pas bouger pendant 2 heures, évidemment. Bon, voilà, si vous avez jamais essayé, je vous invite à essayer pour voir à quel point c'est dur. Bon. Et bon, j'ai beaucoup pleuré, j'étais pas le seul, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient dans la salle. Et j'ai des trucs qui sont sortis de moi qui étaient très profondément ancrés, que je savais même pas qu'ils étaient là. Mais c'est sorti. Et après cette expérience, je suis rentré dans ma chambre et j'ai pleuré de soulagement. Et un similé que j'aime beaucoup, enfin le truc que j'avais en tête à ce moment-là, j'avais quelque chose qui tournait dans ma tête en boucle. D'ailleurs, on va parler de comment je me sentais d'un point de vue mental, c'est intéressant, mais la scène dans le Seigneur des Anneaux, quand Bilbo relâche l'anneau, il accepte de le lâcher et il passe la porte de chez lui. Et tout de suite, on sent que c'est une autre personne, qu'il est différent, qu'il est mieux, soulagé de plein de choses. Et c'était exactement comme ça que ça s'est ressenti en vrai. C'est super intéressant, même si ça me fait penser au fait que j'ai toujours dit que pour se débarrasser de l'anneau, il suffisait de le placer sur la liste, sur la pile de choses à faire quand on aura le temps. Bon, apparemment, c'est une idée que personne n'écoute. Bref. Ouais, donc c'est super intéressant cette retraite. Alors, quand tu dis que tu méditais de façon intensive avant la retraite, c'était quoi? Ouais, attends, je vais juste préciser d'autres trucs un peu intéressants quand sur la retraite. Faut savoir que dès le 2e ou 3e jour, j'avais des hallucinations. Donc ça, c'était très intéressant. Et quelque chose, je crois qu'au 8e jour, j'ai eu... Ah oui, dans le 7e jour, j'ai eu un trip de LSD.
Sans LSD, on sans précise. LSD, Il n'y a bien sûr. absolument pas de drogue dans ce genre de retraite. Ouais, tout à fait. Non, mais j'avais exactement les mêmes effets. Genre, les couleurs autour de moi étaient beaucoup plus vives. J'étais bien, j'étais dans ma tête, on va dire. Ouais, et je sentais que j'avais un pouvoir mental pendant. Enfin, pouvoir mental, c'est quelque chose de. Je sais même pas vraiment comment expliquer, mais je sentais pendant tous ces 10 jours que. Comme si la réalité autour de moi était ce que je voulais en faire, d'une certaine façon. Mhm. Sans tomber dans. On va dire. Enfin, sans perdre connexion avec la réalité, mais simplement, genre. On réalise que la réalité, c'est beaucoup ce qu'on en fait, hein, d'une certaine façon, la façon dont on interprète les choses, dont on construit notre réalité. Et là, c'est comme si mon cerveau était de la pâte à modeler, que je pouvais en faire ce que je voulais. Donc c'est très très intéressant. Et, euh, et j'ai découvert des capacités mentales que je savais pas que j'avais. Donc ça aussi, c'était assez incroyable. Bon. Mais du coup, point de vue effet sur le cerveau, sur la pensée et la conscience, il y a vraiment des choses incroyables qui peuvent se passer. Ouais. Ok. Et alors là, ça fait partie, donc, alors je sais pas si tu as écouté l'épisode sur les dangers présumés de la méditation, Oui, tout à fait. mais ça fait complètement partie de ces effets, entre guillemets, indésirables, mais pas vraiment indésirables, dont je parlais dans la dernière étude que j'avais citée, ou une des dernières, j'ai plus le nom en tête, mais c'est super intéressant. Je remettrai éventuellement les sources et les liens sur le blog. Ouais. Alors j'avais une question. Tu m'as dit que c'était une expérience dure, difficile, pénible souvent, mais tu m'as dit que tu ne t'étais pas tellement ennuyé et j'avais trouvé ça très étonnant. Ouais, effectivement. Déjà, j'étais un peu trop misérable tout le temps pour m'ennuyer. Vous savez, mine de rien, se sentir mal, c'est une occupation qui prend du temps. C'est un bon hobby, hein. Enfin, plein de gens, et moi-même à un moment dans ma vie, on choisit de faire ce hobby, on va dire. Enfin, bref. Euh, donc ouais, non, on s'ennuyait pas tellement, hein, du coup. Bah, déjà, si tu médites 12 heures par jour, et c'est du travail, hein, tu fais pas rien quand tu médites. Tu te concentres sur certaines choses, vraiment tu travailles. Pour moi, je l'ai vraiment vécu comme si on me demandait de faire des maths, quoi. Mhm. Ah, c'est intéressant. Et ça rejoint l'épisode que je viens d'enregistrer sur l'ennui et qui sortira à peu près en même temps que celui-ci. Alors, est-ce que tu recommanderais... Ah oui, d'ailleurs, je reviens sur ma question. Quand tu disais que tu méditais intensément avant la retraite, c'était quoi? Du coup, alors, j'ai commencé en septembre 2024, après avoir lu un livre qui parlait des états d'absorption que j'ai mentionné plus tôt. Et donc j'ai commencé à 45 minutes par jour, parce que c'était le minimum que le livre disait. Voilà, si vous faites moins que ça, vous n'y arriverez pas. Je fais ok, d'accord, 45 minutes. Mais très vite, je suis passé à 1 heure. Et au bout d'un mois, de 1 heure par jour, j'ai senti une progression et des effets tellement puissants que j'ai décidé de passer à 2 heures par jour. Mhm. Donc j'ai fait 1 heure le matin, 1 heure le soir, pendant des mois et des mois. Ouais, j'ai réussi à tenir 2 heures par jour pendant un moment, sinon je revenais à 1 heure par jour parfois. Là, j'avoue, bon, là je suis dans une période un peu transitoire, mais je suis plus à 30 minutes, mais whatever. Euh, mais ouais, du coup, pour moi, c'était... Enfin, pour moi, il y a un truc que j'essaye de pousser aux gens, c'est que la plupart des gens qui méditent 15-20 minutes, parfois 30. C'est mon cas, notamment. Voilà. En fait, le problème avec ça, c'est que dans une séance de méditation, les premières 15-20 minutes sont dédiées à, on va dire, ranger le cerveau. Donc c'est super, c'est cool, parce qu'il faut un cerveau rangé, c'est toujours super. Mais il n'y a pas de progression derrière si on reste sur cette durée, sur le long terme, ou alors la progression est vraiment très très lente. Du coup, si on réussit à faire plus, c'est bien. Après, voilà, on peut parler de ça aussi, de à quel point c'est dur de méditer quand on a besoin de méditer. Ouais. Effectivement. Effectivement, alors évidemment, on peut pas vraiment dire qu'il y a une durée de méditation inutile, évidemment, mais c'est vrai que forcément, plus vous méditez et plus vous bénéficierez d'effets positifs, et d'effets négatifs aussi d'ailleurs, dont on va parler un peu plus tard. Alors la question, est-ce que tu recommanderais une retraite intensive et à qui? Ouais, alors c'est une très bonne question. Bon, on savait que j'ai eu des études qui parlaient d'effets négatifs, vraiment négatifs, possiblement pour certaines personnes.
Et après, ouais, bon, effet négatif, dans les communautés méditation en ligne que je fréquente un peu, on parle souvent de certains effets négatifs, notamment ce qu'ils appellent The Dark Night of the Soul, donc la sombre nuit de l'âme, que j'ai pas eu, a priori, mais que pas mal de gens ont, qui est une sorte de crise identitaire. Après, donc il y a les gens qui... Enfin, il y a plusieurs approches à la question. Tu as certaines personnes qui pensent que c'est une étape obligatoire. Et c'est vrai qu'il y a un sens à ça. C'est vrai que ça dépend d'où on part, justement. Et ça rejoint la question de qui devrait méditer. Bon, je pense en vrai tout le monde, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements profonds. Alors, si on est obsédé par, on va dire, les femmes et l'argent, par exemple, et le statut social et tout, et qu'on perd ça parce qu'on a commencé à méditer, qu'est-ce qui reste ? Peut-être rien, peut-être qu'il faut apprendre à se reconstruire à partir de quoi ? C'est compliqué. Bon. Après, bon, il y a tout ce qui est désordres mentaux, ce qui est schizophrénie, par exemple. Je sais pas du tout à quel point. Je pense que si on est schizophrène, il faut faire très attention quoi qu'on fasse avec son cerveau, de toute façon. Même si je suis pas du tout un expert sur ce sujet. En dehors de ça, je pense qu'il y a... Enfin, moi, peut-être que j'ai un biais survivant ou quoi, mais je vois pas vraiment quel risque il peut avoir à la méditation. J'ai l'impression que tous les effets négatifs qui sortent, c'est un peu juste comme réveiller des choses qui sont déjà là. Bon, après voilà, j'ai pas un avis d'expert sur le sujet, mais c'est l'impression que j'en ai personnellement avec mon expérience et avec ce que je vois un peu autour de moi. Ouais. Alors après, c'est vrai que moi, notamment, j'avais parlé avec ma thérapeute de faire cette retraite, et comme j'arrivais pas à dépasser plus de 15 minutes de méditation par jour, elle m'avait pas vraiment déconseillé, mais elle m'avait dit ouais, c'est quand même un peu extrême, si t'arrives pas à méditer ne serait-ce qu'1 heure par jour, de te lancer dans une retraite intensive, parce que je pense que c'est une expérience difficile. Et il y a pas mal de gens, apparemment, tu m'as dit, alors que vous vous engagez à faire la retraite pendant 10 jours, il y a quand même pas mal de gens qui rompent leur engagement et qui vont quitter la retraite de façon précipitée en plein milieu. Ouais. Avant d'arriver, on te fait... Enfin, quand tu remplis les formulaires en ligne, tu coches 50 000 cases qui disent « Oui, je m'engage à rester jusqu'au bout. Je vais finir la retraite, je reste les 10 jours, etc. » Quand tu arrives, ils te font signer un papier qui disent « Oui, je vais rester 10 jours, ouais, je promets et tout. » Donc voilà, ils s'attendent à ce que tu aies une, entre guillemets, détermination forte, un engagement fort. Mais malgré tout, alors moi, j'ai pas trop fait attention pour ma retraite si des gens étaient partis, parce que j'étais... De toute façon, vous parlez pas, donc vous n'êtes pas là pour vous faire des amis. Exactement. Donc voilà, les gens que je croisais dans, on va dire, entre les bâtiments, bon... j'ai pas vérifié si quelqu'un s'est fait kidnapper ou est parti, ok. J'ai entendu des histoires de gens qui sont partis. Didier Super. Oui, Didier Super est parti, oui. Écoute. J'ai entendu des histoires de personnes qui ont pété un câble. Alors ça, c'était très très rare. C'est pas passé ici, mais dans d'autres centres. Une personne qui est devenue violente, que la police a dû intervenir. Bon. Ah oui, ça c'est intéressant. Ouais, alors j'avoue... Et Méta de choc, n'en a même pas parlé à ma connaissance. Non, il faut pas le dire à Méta de choc. Ne le dites pas à Méta de choc. Ouais. Donc ouais, en plus, mine de rien, c'est con, mais un truc à retenir, c'est que pendant la retraite, il n'y a aucune consommation d'aucun produit qui est possible. Oui. Si un fumeur qui fume depuis 10 ans vient et que tu en peux pas fumer, je pense que... Alors ça va lui faire du bien, c'est sûr. Il va expérimenter pleinement son absence de tabac. Exactement, il va être très mindful de son manque. Ouais. Et en vrai, ça va lui faire du bien, mais voilà, Ouais, ça va reste lui faire une épreuve, du mal ouais. aussi. C'est quand ça, même, hein. exactement. Faut pas se leurrer. Exactement. Et du coup, ouais, est-ce que tout le monde devrait tenter la retraite ? Je ne sais pas. Enfin, Ouais, on ne c'est sait ça. pas. Je pense qu'en vrai, si quelqu'un est vraiment déterminé et a vraiment une motivation forte, ben, il peut se permettre de souffrir pendant 10 jours, même si chaque seconde s'écoule à une vitesse tellement lente. J'avoue, alors, j'ai pris 2 semaines de vacances. Normalement, 2 semaines de vacances, ça part juste comme ça. Là, mes 2 semaines de vacances, j'avoue que j'en ai profité, air quotes, pendant chaque seconde. Genre, quand je suis revenu de la retraite, j'ai l'impression d'être parti 3 mois. Donc ouais, le temps doit s'écouler lentement. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement et sur lequel je voudrais éventuellement faire un épisode parce que c'est tout un truc.
Il s'agit de l'expérience de dissolution de l'ego. Alors, j'ai préparé un petit script parce que je voudrais expliquer à nos auditeurs de quoi je parle, parce que dissolution de l'ego, on va se dire qu'Ezako, elle est encore partie dans des trucs ésotériques. Alors, pas du tout. Le phénomène de dissolution de l'ego, tel que rapporté dans les expériences, notamment sous drogues psychédéliques comme le LSD, les champignons, mais aussi sous certaines formes de méditation profonde, c'est un phénomène qui est bien documenté dans la littérature scientifique. Et il existe des travaux neuroscientifiques qui proposent des mécanismes permettant de l'expliquer. Alors, je vais vous parler très rapidement de la perturbation du Default Mode Network. Donc, le Default Mode Network, c'est un réseau cérébral qui est fortement associé à la pensée autoréflexive, à la narration interne du soi et à l'intégration autobiographique. Donc, en gros, c'est ce qui se passe dans votre cerveau quand vous ne faites rien. Parce que votre cerveau est toujours actif, il fait toujours quelque chose. Et donc, c'est un mode par défaut du cerveau. Eh bien, sous psychédélique, l'activité ou la connectivité du DMN, du Default Mode Network, est souvent diminuée ou déconnectée, ce qui est corrélé aux expériences subjectives de dissolution de l'ego. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon ce sera trop long, mais il y a plusieurs pistes pour expliquer neurologiquement ce phénomène. Et alors, pour ce qui est de la méditation, en recherche sur la méditation, on ne décrit généralement pas la dissolution de l'ego de façon identique aux études sur les psychédéliques, mais la recherche documente des états de diminution de la pensée autoréflexive et d'absorption dans le moment présent, pouvant ressembler à une réduction du sens conventionnel de soi. Alors, je trouve très intéressant l'expérience de dissolution de l'ego parce que c'est notamment une piste très intéressante pour lutter notamment contre la dépression. Et alors, est-ce que tu as expérimenté ou est-ce que tu expérimentes parfois ce qu'on pourrait appeler une dissolution de l'ego? Alors, c'est pas un phénomène discret pour moi, c'est pas quelque chose qui... c'est pas quelque chose qui va et vient, mais j'ai senti mon ego pendant 1 année et demie de méditation intensive diminuer. Donc c'est un phénomène très intéressant. Tu te sens moins comme une personne de certaine façon, moins comme une identité. J'ai beaucoup changé avec ces méditations et avec la retraite. C'est un événement, notamment la retraite, qui m'a, je pense, marqué pour toujours, que je n'ai pas encore mentionné. Mais effectivement, je me sens moins comme une personne avec une identité et un peu plus, alors ça va sonner un peu ésotérique, un peu plus comme une énergie, on va dire, qui fait ses trucs, simplement. Et tu vois, genre, c'est con, mais si quelqu'un vient et me dit « Ah, mais, tu sais, bon, je fais de la programmation, quelqu'un me dit « Ah, mais t'es pas un vrai programmeur !» Oui, alors si quelqu'un insulte par exemple son absence de cheveux. Ouais, c'est ça, oui, quelqu'un me dit « T'es chaud !» et moi je suis là, genre, effectivement, cette tête n'a pas de cheveux. Je suis d'accord. Alors, ah, t'es un mauvais programmeur. Et moi, je suis genre, qui est-ce que cette personne insulte de cette façon? Enfin, je n'associe pas mon identité au fait que je programme, je n'associe pas mon identité. Enfin, ou plus ou moins je le fais parce que j'ai encore un ego. J'ai pas eu un ego complètement dissolu. Mais j'ai très peu d'attache à cette identité et à cette personne que j'ai construite, on va dire. Ok, alors ça c'est intéressant parce que finalement on en revient à l'idée que ce qu'on pourrait appeler une dissolution de l'ego, on va dire douce finalement, ça peut revenir à simplement incarner le moment présent ou à avoir finalement plus de recul sur les situations, comme par exemple quelqu'un m'insulte, qu'est-ce que ça me fait pas, est-ce que ça me concerne vraiment au fond, donc une forme de recul finalement sur ce qui t'arrive. Enfin, sur ce qui arrive à la personne que tu es, un peu comme si tu avais fait un pas en arrière par rapport à toi-même, quoi. Il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est quand tu mets beaucoup, tu te rends compte au bout d'un moment souvent que quand tu es malheureux ou malheureuse, enfin quand tu as des problèmes ou même quand ça va bien, quand les choses t'arrivent, on va dire, c'est moins l'expérience en elle-même qui t'affecte et plus, on va dire, les histoires que tu crées autour de ça. Par exemple, quelqu'un qui vient et qui me fait remarquer que je n'ai pas de cheveux. Alors que tu le sais déjà. Alors que je le sais déjà. Alors, effectivement, genre, oui, en effet, il n'y a pas de cheveux. Bah, il y a une version de moi, peut-être dans un autre univers, où je pourrais être en mode « Ah, cette personne vient et me manque de respect ».
cette personne me manque de respect, ça veut dire que ma position est en danger. Ma position est en danger, c'est-à-dire qu'il faut que je réagisse. Je vais lui hurler dessus ou l'agresser peut-être. Ouais, tu te perds dans les histoires. Ou si on va dire tes partenaires te quittent ou quelque chose comme ça, tu vas être malheureux. Alors oui, c'est compréhensible, mais d'une certaine façon, il y a le malheur de ça, et puis après il y a le malheur de tout ce que tu te rajoutes derrière. Ah, je vais rester seul toute ma vie. C'est ta femme de ma vie, j'en aurai plus, etc. Bon, tu crées des narrations, enfin on va dire des arcs narratifs. Si t'arrêtes et que juste tu sais, juste ressens le moment présent, tu te rends compte qu'en fait, ça va. Mhm. Et du coup, l'ego, ça fait partie de la narration. Il faut un personnage pour ces histoires. Ouais. Alors c'est super intéressant parce que ça rejoint énormément tout un chapitre du livre Le piège du bonheur, que d'ailleurs je vous recommande fortement, que mon psychiatre m'a quasiment obligé à lire, et je le remercie pour ça d'ailleurs, qui explique qu'il y a deux sortes de problèmes dans la vie. Il y a les problèmes qui t'arrivent et il y a les problèmes que tu te rajoutes. Par exemple, hier je suis tombée en faisant n'importe quoi, comme je le fais souvent, et je me suis fait une grosse botte sur la tête. Et du coup, j'ai mal parce que j'ai une bosse, mais je suis aussi beaucoup, alors j'en ai conscience, mais j'ai pas encore dépassé ça, mais je suis beaucoup dans l'autocritique, genre, mais pourquoi t'es allé faire ça, mais t'as fait n'importe quoi, mais pourquoi t'as voulu grimper à ce truc, nana, et je me sens vraiment stupide et honteuse de m'être fait cette bosse, alors que j'ai déjà mal, en fait, du coup, j'ai pas forcément besoin de m'autocritiquer pour m'être fait cette bosse. Et du coup, ça, c'est ce qu'ils appellent la souffrance. Alors, je sais plus exactement le vocabulaire qui est employé dans le piège du bonheur, mais c'est un vocabulaire différent de la tradition bouddhique qui distingue donc douleur et souffrance. Mais c'est la même idée, en fait. Donc, il y aurait d'un côté la douleur, c'est-à-dire, par exemple, ma bosse sur la tête, et de l'autre, la souffrance, qui est... du coup, tu m'as expliqué que c'était lié aux attachements ou aux aversions. C'est ça. Voilà. Du coup, parce que la douleur, comme disait notre maître d'arts martiaux, la douleur est une information. Oui, François disait ça. C'est ça. Et après... François Sensei. Ouais, François Sensei. Et du coup, après l'information, mais on conflate les deux en général, parce que on associe douleur à souffrance, parce que chez 99,999% des gens, la douleur entraîne de la souffrance. Mais quelque chose qu'on réalise, c'est que c'est pas forcément... Enfin, ça peut ne pas avoir de lien, en fait. Du moins, on peut le dissocier. On peut le dissocier, c'est ça. Bon, j'aime pas trop le terme dissocier parce que ça fait penser à la dissociation, qui est un problème, on va dire, mais effectivement, voilà, on peut arriver en état, on connaît tous l'histoire de ce moine bouddhiste qui a décidé de s'auto-immoler pour protester contre, je crois que c'était l'invasion du Tibet par la Chine, quelque chose comme ça. Le mec s'est littéralement mis en flamme et il n'avait pas l'air de souffrir plus que ça, hein, il criait pas, il était assis, il était bien. Bon, je me dis si quelqu'un peut faire ça, sans doute je peux me casser le petit orteil et ne pas trop en souffrir, on va dire. Exact. Ouais. Donc... Exact, ouais. Et d'ailleurs, il faudra aussi que je parle de mon accouchement en salle nature, parce que je pense que c'est très intéressant sur le sujet de la douleur et de la souffrance. Je peux vous dire que la douleur était là, mais la souffrance pas du tout, et c'est super intéressant. Et du coup, ouais, on a une aversion à la douleur, mais alors moi j'en suis pas du tout, mais enfin, pour ce qui est de la douleur physique en tout cas, on peut ressentir la douleur physique mais sans en souffrir. Moi, des expériences qui me sont arrivées qui c'était assez incroyable, c'est au niveau de l'anxiété, parce que, alors c'est vrai que quand on médite beaucoup, l'anxiété diminue vraiment incroyablement. C'est des résultats vraiment incroyables. Après, imaginons que je sois dans une période où je médite beaucoup, donc je suis entre guillemets à mon pic de méditation, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant, on va dire. Mais voilà, je suis vraiment dedans, je suis bien lancé, etc. Et après, disons que je bois 20 litres de café et que je prenne 3 méthylphénidates. Bon, quelque chose qui d'habitude me rendrait super anxieux. Alors, une note pour nos auditeurs, donc le méthylphénidate, c'est Concerta ou Ritaline, c'est ça? Donc c'est le médicament que nous prenons, en tout cas que je prends moi, pour lutter contre les troubles de l'attention, et donc c'est un excitant, un peu comme le café. C'est ça, donc un stimulant. Moi j'ai arrêté il y a un moment, mais j'en ai encore chez moi, et de temps en temps, si j'en ai vraiment besoin, j'en envoie, on va dire.
Mais du coup, voilà, ça plus le café, en général, c'est déconseillé parce que les niveaux d'anxiété que tu vas atteindre sont genre aberrants. Euh, et du coup, moi, ça m'est arrivé de abuser, entre guillemets, accidentellement des stimulants alors que j'étais en cette période de méditation, voilà, très intense. Et je sens mon cœur qui bat très fort. Et je sens tous les symptômes physiques de l'angoisse et de l'anxiété, mais pas d'anxiété en même temps. Donc ça, C'est c'était... intéressant, ça. Ouais, je savais même pas que c'était possible. Ah, moi non plus, Ouais, ouais. tu me l'apprends. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, j'étais... Ah tiens, mon cœur bat très vite. Enfin, j'ai presque des sueurs froides, voilà, j'ai les veines vasoconstrictes, voilà, tout ce qui est caractéristique des abus, entre guillemets, de stimulants ou de caféine. Et, mais... bah, et donc, effectivement, d'une certaine façon, je me sens anxieux, mais je n'en souffre absolument pas. Ah, c'est intéressant. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres expériences intéressantes que tu voudrais partager sur la méditation? Ouais, je peux parler de, du coup, tout à l'heure j'ai mentionné un événement qui s'est passé le 8e jour de ma retraite. Apparemment c'est un événement, je ne savais pas, mais c'est assez commun que ça arrive comme événement. Euh, donc j'étais assis, c'était le 8e jour de retraite, j'étais fatigué parce que je dormais très mal la nuit, parce que j'avais très faim, parce qu'on me donnait pas assez à manger. J'étais émacié, j'étais crevé, je travaillais dur, c'était la fin de la journée. Ça faisait 10 heures que je faisais du coup suivais les instructions, body scan, concentration et tout. Et donc je fais des body scans, donc c'est-à-dire que je me concentre sur une partie de mon corps, donc ça fait partie de la technique Vipassana. Et on te dit, voilà, et tu restes équanime, c'est-à-dire l'équanimité, encore une fois, ni chaud ni froid. Voilà, je suis... voilà, les choses ne me font pas d'effet, je suis ni chaud ni froid, bref. Et du coup, j'étais là, crevé, j'avais vraiment du mal, et j'essayais très fort, j'étais en mode, allez, vas-y, en autre body scan. Et puis à un moment, j'ai fait... j'arrivais pas à être équanime, j'arrivais pas à être vraiment genre neutre, on va T'arrivais dire. pas à t'en foutre de tout. Exactement, j'arrivais pas. Non. Puis à moi, je fais, tu sais quoi? En fait, j'en ai rien à branler de l'équanimité. Ça me fait chier. C'est pas si important, c'est de la merde. J'en ai rien à branler. Et là, tout d'un coup, Et là, l'illumination. oh, c'est ça, l'illumination. Genre, c'est comme si le barrage s'était effondré, que tout ce que j'avais accumulé s'est renversé sur moi. Et là, j'ai atteint l'équanimité parfaite. Et pendant plusieurs heures, j'ai été dans un état, je pense que c'est l'état de Bouddha, on va dire. Ah. Voilà, j'étais dans un état, on aurait pu venir m'offrir de la cocaïne, j'aurais fait non, ça m'intéresse pas, je suis très bien comme ça va. On aurait pu, voilà, j'ai pensé à ma mort, j'étais en mode ouais, bah ça va arriver, hein, j'en ai rien à foutre. J'ai pensé à tous mes problèmes, j'en ai rien à foutre. J'étais juste extrêmement bien. Je vais pas dire que je flottais, mais l'impression était là, on va dire. Ouais. Ouais. Et c'est un état que j'ai jamais connu de ma vie. Genre, j'avoue que j'ai pris pas mal de drogue dans ma vie, j'ai tout essayé. Il y a rien qui se compare à ça. Ouais. Et évidemment, bon, c'est pas resté. Sinon, ça s'entendrait, je pense, dans ma voix. Mais bon, pendant les 6 heures suivantes, j'étais dans cet état juste transcendantal. Et je pense que cet état m'a changé pour toujours. C'est pas une expérience dont on revient le même, je pense. C'est super intéressant. Alors, on va parler des aspects négatifs de la méditation. Alors déjà, premier aspect négatif, maman pense que tu es dans une secte parce que, je cite, tu portes des pantalons bizarres, Oui, tu c'est médites vrai. et parce que tu es chauve. Oui, c'est vrai, je suis chauve. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, maman pense que tu es dans les sectes des chauves, donc premier effet négatif. Mm. Et ensuite, il y a tout le truc, disons, tout ce qu'on peut ressentir de négatif pendant la méditation, lié ou non à la méditation, comme l'anxiété, la douleur physique, etc. Donc toi, qu'est-ce que tu décrirais comme effet négatif de la méditation chez toi et qu'est-ce que tu voudrais en dire? Alors, un truc que j'ai marqué, pour prendre une comparaison, ouais, il y a beaucoup de gens qui disent quand je... Alors moi, ça m'arrive pas vraiment, mais... Enfin, si ça m'arrive, mais je passe outre. Bref. Beaucoup de gens qui disent, voilà, quand je médite, je me sens immédiatement pire. Mais je fais genre, ouais, en fait, c'est comme quand tu fais du yoga, tu sais, juste, même du yoga où juste tu restes allongé et tu te détends le dos, donc pas quelque chose d'incroyable et de compliqué. Hein. Première chose, en général, tu commences à faire ça parce que t'as mal au dos. Ouais. Donc tu vas t'allonger par terre, te relaxer, et là, tu vas bien ressentir ton mal de dos et t'as l'impression que ça empire le truc.
Mais en vrai, t'es juste allongé, tu te détends, c'est juste que voilà, tu te distrais pas, ton mal de dos, tu le ressens, et t'as vraiment l'impression que ça augmente le mal de dos. Bon, du coup, ce que tu fais en général, c'est que bah, tu le supportes, tu l'acceptes, et au bout d'un moment, au final, tu t'es relaxé suffisamment, le mal de dos commence à disparaître. Et méditation, c'est exactement la même chose. Tu vas t'asseoir, tu vas juste rien faire, entre guillemets, et tous tes problèmes, voilà. Déjà, ton état mental actuel, si t'as de l'anxiété, tu vas le ressentir. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens disent, dès que je médite, mon anxiété augmente. C'est vrai. Euh, c'est juste, j'ai un conseil, si quelqu'un a ce problème, c'est juste d'accepter et de continuer. Et ça va diminuer, parce que l'anxiété a été déjà là avant. C'est juste que maintenant, tu la ressens pleinement. Enfin, moi, quand j'ai fait certaines expériences de méditation, j'avoue, on se trouve des douleurs qu'on ne savait pas qu'étaient là. Mais si on les trouve pas, on peut pas les guérir simplement. Et la première étape, c'est d'en avoir à peine conscience avant de pouvoir passer outre, on va dire, et soigner ça, ouais. Alors, je voudrais nuancer un peu en disant que, alors effectivement, dans les articles scientifiques que j'ai cités dans l'épisode sur les effets négatifs de la méditation, les chercheurs eux-mêmes qui étudient ce sujet disent que souvent que c'est difficile de distinguer les effets négatifs entre guillemets obligatoires, mais qui mènent à une expérience positive finalement, c'est-à-dire les effets négatifs comme ah je me sens un peu plus anxieux, mais au final ça va aller bien. Des effets négatifs qui seraient entre guillemets inutiles et qu'il y a même des auteurs qui affirment tout simplement que les effets négatifs font partie de l'expérience et qu'il faut les accepter. Après, c'est vrai que si on parle à l'ensemble des personnes, il peut y avoir des gens que la méditation rend anxieux pour une raison ou pour une autre. Par exemple, l'idée de méditation est anxiogène pour eux, ou encore le fait d'être assis pour une raison ou pour une autre génère de l'angoisse. Alors, on conseille notamment aux personnes TDAH, par exemple, de commencer plutôt par le yoga. Alors, je sais pas ce que ça vaut comme conseil, parce que effectivement, le yoga c'est bien, mais méditer assis, c'est autre chose encore. Donc, après, j'ai envie de dire, faites votre tri là-dedans. Mais en tout cas, c'est vrai que l'augmentation de l'anxiété qu'on peut ressentir au début de la méditation est pas forcément quelque chose de grave. Et c'est vrai que au fond, même les crises d'angoisse, alors ça peut paraître horrible de dire ça, mais je sais très bien ce qu'est une crise d'angoisse, hein, ça m'est arrivé d'en faire. Ah tiens, d'ailleurs, on a bien rigolé quand je t'ai raconté ma première crise d'angoisse. Oui. Alors oui, c'est un truc qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire qu'on évoque des traumas et on se marre. C'est super intéressant. Donc... C'est un bon hobby. Oui, c'est un bon hobby, ouais. Donc du coup, oui, même une crise d'angoisse, finalement, c'est pas grave parce que eh ben, l'angoisse, figurez-vous qu'on n'en meurt pas. En tout cas, la crise d'angoisse... ben ça finit par passer et donc ça peut être une expérience aussi. Alors je sais que c'est complètement horrible de dire ça, mais j'ai envie de dire avec le recul que j'ai maintenant, en tout cas moi sur mon anxiété, c'est un truc que j'ai envie de dire. Alors après voilà, vous faites votre pain avec ce que je raconte, hein, vous prenez pas rien au pied de la lettre. De toute façon, on a vu que même chez les gens qui font de la pensée critique, etc., il faut toujours quand même avoir votre esprit critique bien en marche. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des risques de dérives sectaires autour de courants, de la méditation ou de pratiques méditatives. Donc je vous conseille quand même d'être toujours extrêmement vigilant par rapport à ça, parce que les mouvements sectaires existent, qu'ils soient liés à la méditation ou à quoi que ce soit d'autre. Je vais revenir sur ce que ça a dit sur les personnes TDAH qui font plutôt du yoga ou quoi. Alors c'est un conseil intéressant. Moi, mon approche du sujet, ça avait été, on va tout de suite passer sur un truc, entre guillemets, un truc assez hardcore. C'est un peu, ça se ressemble un peu en même temps, d'aller tout de suite dans le truc un peu extrême. Ouais, c'est ça, le TDAH, hein, on aime bien les trucs extrêmes, allez, on va se faire du mal, c'est très bien. Donc 1 heure à 2 heures assis par jour, c'est pas pour tout le monde, j'ai envie de dire, voilà, la meilleure méditation qui existe, c'est celle qu'on fait tous les jours. Donc s'il y a des techniques qui vous sont moins pénibles et que ça vous aide à du coup le faire, là c'est la bonne technique, hein, entre guillemets. Il y a cet équilibre, je pense, entre progrès et effort et ne pas se tuer à la tâche. Ouais, alors d'ailleurs, dans le protocole MAPS que j'ai suivi l'été dernier, alors c'est un MBSR spécial pour les TDAH, donc c'est un programme de méditation en 8 semaines spécial pour les adultes avec TDAH. On étudie,
on apprend des méditations courtes, des méditations entre guillemets faciles pour les TDAH, et on fait aussi de la marche en conscience, etc. Et c'était aussi une expérience assez intéressante, mais c'est vrai que par rapport au fait de faire uniquement des méditations courtes, effectivement ça aide pour les personnes qui ont un TDAH, mais comme tu le disais, après c'est intéressant d'allonger les périodes de méditation parce que du coup forcément les effets bénéfiques n'en seront que plus intenses. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire encore à propos de ton expérience? Pour justement revenir sur ce que tu disais sur les possibles abus, en fait le problème, enfin un problème que j'ai eu à la retraite, c'est pas un problème que j'ai eu, mais c'est quelque chose qui pouvait mériter un peu, c'est on va dire l'approche gourou entre guillemets de la chose. Dans beaucoup de traditions, on va dire, c'est quoi le terme spirituel, ouais. En fait, quand tu vas voir en fait, il y a une différence entre aller voir un thérapeute et voir un gourou. Tu vas voir un thérapeute, ce thérapeute il va travailler avec toi, il va essayer de t'expliquer les choses, il va t'aider toi-même à progresser. Le gourou, c'est complètement différent, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut évidemment l'être, mais tu vas voir un gourou, il va te dire quoi faire, et toi tu abandonnes toute ton autonomie. D'ailleurs, quand tu arrives, ils te disent carrément, oui, bah vous êtes là pendant 10 jours, vous abandonnez votre autonomie, vous faites ce qu'on vous dit, vous faites ok, cool. Vous vous consacrez entièrement à la chose, et du coup, il faut une certaine foi, une certaine façon pour le faire. Il faut avoir la foi de se dire, voilà, ok, je vais leur consacrer mon autonomie. Et évidemment, alors, d'une certaine façon, ça peut être bien, parce que le gourou, en principe, sait ce qu'il faut que tu fasses, mais évidemment, ça peut être un gros problème aussi. Il y a certains gourous qui n'ont pas gardé leur zizi au bon endroit. On connaît beaucoup de, beaucoup d'histoires extrêmement sombres sur des gens qui ont voulu faire ce que le gourou leur disait de faire. Ouais. On va pas les citer, mais bon, vous en connaissez sûrement des exemples. C'est ça. Mais du coup, voilà, c'est pas forcément une approche qui est mauvaise en elle-même. Je pense que ça peut avoir des intérêts de certaines façons. Mais voilà, ça peut être super dangereux parce que on va dire, c'est comme une relation BDSM où on a un homme qui est... qui est peut-être mal intentionné. Qui est mal intentionné, c'est ça. Alors que genre, et on donne son autonomie à une personne qui est pas la bonne. Enfin, c'est très dangereux forcément. Donc voilà, il faut quand même faire attention. Ouais. Même parmi les gens chauves qui méditent et qui portent des drôles de pantalons, il y en a quand même qui peuvent être extrêmement dangereux. Donc ne faites pas confiance à n'importe qui. Surtout ceux qui ont des gros sourcils, non? Ouais. Les gourous méchants, ils ont des gros sourcils. Ah, s'ils froncent ses sourcils comme ça, devant les yeux là, c'est mort. Hein, Ouais, après, dites-vous aussi que les pires gourous peuvent avoir l'air extrêmement gentils, woke et parfaitement fréquentables, et qu'en réalité, ça peut être de très mauvaises personnes. Donc faites toujours attention à vous. Et si la personne se dit enlightened, illuminée ou quoi, ou qu'elle prétend avoir atteint un certain stage, c'est un red flag aussi. Hein. Ouais, et d'ailleurs, je parlais de dissolution de l'ego, alors ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais méfiez-vous aussi des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'ego, parce que bon, en vrai, on n'en sait rien, c'est extrêmement subjectif, et on peut pas comme ça faire confiance à quelqu'un qui nous dit oui, moi j'ai pas d'ego, du coup je suis meilleur que toi. Bah, c'est ça, exactement, oui. J'ai plus d'ego, donc je suis meilleur que toi, mais après c'est relativement... Enfin, je comprends que tout le monde tout le monde ne puisse pas, peut-être quand tu connais pas vraiment, quand t'as pas expérimenté, on va dire les effets de la méditation avancés, tu peux pas vraiment comprendre l'état d'esprit de quelqu'un qui est, voilà, je pense que j'ai suffisamment expérimenté ça pour comprendre c'est quoi au moins genre le progrès sur ce que les bouddhistes appellent le dhamma, la vérité ou quoi, le chemin. Et l'état d'illumination, bon, je suis pas illuminé du tout, mais voilà, je pense que je sais suffisamment à quoi ça ressemble à une personne illuminée. Et enfin, c'est dingue, mais t'as plein de gens qui se disent genre enlightened comme ça, et tu mets ça en doute et ils s'énervent, et t'es là genre, c'est intéressant ça. Ah oui, ça c'est une expérience très intéressante. Est-ce que j'ai brisé ton ego qui n'existe pas? Enfin, genre, oui, c'est vrai, parce que si vous avez pas de l'ego, vous avez aucune raison de vous mettre en colère quand on doute de vous, même quand on vous prend pour un crétin. Hein. C'est ça. Et ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour 2026? Eh ben écoute,
la fin de ma dépression saisonnière. Ouais. Bon, là, je suis pas vraiment... Là, on est dans le ouais. sud et il fait beau aujourd'hui, c'est déjà Ouais, ça. c'est vrai, on s'est tapé 5 mois à Paris sans un soleil, mais ça justement c'est un truc que j'allais aborder parce que j'ai mentionné plusieurs fois que genre j'étais pas dans une super période et que ma pratique avait diminué. Sur ce problème, c'est genre quand ça commence à aller moins bien pour n'importe quelle raison que ce soit, même raison si conne que le soleil a décidé de partir à 5h d'après-midi. Bon, si tu cherches, hein, tu vis à Paris. Là, donc, Ouais, c'est vrai, je cherche. Mais tu vas bientôt t'envoler pour le Je vais Brésil. partir au soleil, ouais. C'est bientôt la fin de la dépression saisonnière. Ouais, c'est bon. Non, mais en plus, la dépression saisonnière, ça pique à Noël. C'est pour ça que tous les suicides sont à Noël, d'ailleurs. Et après, ça commence à aller mieux. Bah oui, c'est le solstice d'hiver, après tout. Donc, Ouais, puis en plus, il y a les fêtes et tout. c'est ça. En plus, ouais. ça aussi, pour bien On va enfoncer le acheter clou. des cadeaux pour les beaux-parents. C'est je sais pas ça. quoi. Ah non, J'adore j'ai mes goûté à la place. beaux-parents. Je précise, mais bon. Tout le monde très n'aime pas ses gentils, les beaux-parents. beaux-parents, Oui, ouais. j'ai de la chance, moi. Tout Ouais. le monde n'aime pas ses beaux-parents. Ni sa famille en général. Et du coup, ça va moins bien en général, on a beaucoup plus de mal à méditer, et ça c'est le paradoxe, c'est toujours quand on a le plus besoin de méditer qu'on veut le moins le faire. Et d'ailleurs là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais d'ailleurs. Donc ma pratique a quand même diminué, ce qui a, entre guillemets, m'a enlevé un peu les armes que j'avais contre la dépression saisonnière par exemple. Mais c'est pas grave, parce qu'un truc qu'on finit par apprendre, c'est que tout ça c'est ok, tu vois. On va pas se prendre la tête à se dire ah mais si j'avais plus médité j'aurais été moins triste et tout. Tu sais, juste non, j'accepte ça, j'accepte très bien. Les choses se passent comme elles se passent et on fait notre mieux et puis voilà. Donc dernière chose que je veux dire aux gens c'est que c'est dur de méditer. C'est chiant à mort. Ah oui, c'est Ouais. très chiant. Hein. Écoutez pas les gens qui vous disent que non, c'est pas chiant. Si, c'est Ah chiant, non, y a c'est pas de problème. chiant, hein. C'est du travail et c'est chiant. Ouais. Et c'est moins chiant après. Mais voilà, au début en tout cas c'est super chiant. Mais voilà, et moi je sais que je dis faites 50 heures par jour, ok. Et si vous savez pas, c'est pas grave. Hein. Faites de votre mieux. Enfin, Alors, oui, le but d'ailleurs, c'est pas de chiant. souffrir. C'est intéressant aussi de dire que ce n'est pas que chiant et qu'on Ouais. a aussi des expériences positives évidemment liées à la méditation. Ouais. Moi j'ai ce problème justement que. Enfin. Quand j'ai commencé faire 1 heure à 2 heures par jour, ça demande beaucoup d'efforts, entre guillemets. Là, ça fait plus d'1 an que je pratique tous les jours. J'ai plus trop envie de faire des efforts, entre guillemets. Et pour moi, 30 minutes, là, c'est toujours très plaisant et simple. C'est pour ça que je fais 30 minutes en ce moment. C'est après 30 minutes où je commence à me faire chier un peu et que j'ai du mal. Mais voilà, si j'avais la détermination que j'avais l'année dernière, ça serait plus simple que l'année dernière, quoi. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, c'est très inspirant. Et donc, pour 2026, donc, on te souhaite du soleil. A priori, tu veux en avoir parce que tu pars au Brésil. Ouais. Et combien tu pars plusieurs mois, 3 c'est mois. ça 3 mois. 3 mois au Brésil. Je repasse par ici, j'essaierai de repasser dans ce magnifique studio. Et puis après, je repars quelque part. Et ouais, on verra. Donc, écoute, je te souhaite bon voyage et merci pour ces quelques partages. C'était super intéressant. Avec plaisir. L'entretien est donc fini. Les questions qu'on pose, le podcast, c'est fini pour le moment. Mais je reviendrai très vite parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai des tas de choses super intéressantes à vous raconter. Zach s'est envolé donc vers le Brésil et quant à moi, je continue mes recherches. N'oubliez pas que vous pouvez avoir de mes actualités sur le blog, blog.laureneplume.fr et je vous dis à très vite.